L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. Bonjour. Nous avions avant les vacances quitté la Palestine en 1880, après avoir évoqué toute l'histoire des Juifs depuis la chute de l'Empire romain et montré que après la disparition du Temple, contrairement à ce qu'on a dit, les Juifs n'avaient pas disparu de Palestine, ils ont toujours été là, plus ou moins dans des situations difficiles, mais toujours présents. Pendant l'Empire romain, pendant l'Empire byzantin, où les persécutions commencent, pendant la conquête musulmane, où les Juifs connaissent des conversions en masse, pendant les croisades, qui est la pire période pour eux, parce que autant les musulmans acceptaient les Juifs même dans des situations de dhimmi, autant les chrétiens, eux, les massacrent. Pendant la période mamelouk, qui n'est pas particulièrement glorieuse, et depuis la création de l'Empire ottoman, qui occupe la Palestine en 1518, où la situation, sans être très bonne, est quand même nettement meilleure pour les communautés juives religieuses présentes sur la terre d'Eretz Israël. Nous avons laissé les Juifs d'Eretz en 1880 à peu près, avec un phénomène nouveau qui est l'arrivée des Juifs de Russie, des Juifs non pas religieux, mais des Juifs socialistes, des Juifs qui veulent régénérer le peuple juif par le travail de la terre, ceux qu'on appelle les Bilouim, de l'expression Bilou, maison de Jacob, revenez, partez et revenez. Et ces Juifs vont peupler la Palestine juive d'un nouveau type de population. Ils ne sont pas très nombreux au début, mais d'autres vont suivre, qui sans être à proprement parler des Bilouim, vont arriver pour aussi cultiver la terre, mais également s'installer dans les grandes villes comme commerçants, comme profession libérale, à Jérusalem ou à Jaffa. Et ils seront entre 1880 et 82, début de cette nouvelle arrivée, et 1900, ils seront 25 000 à peu près, ce qui n'est pas négligeable, et va attirer le regard de l'Empire ottoman comme celui des Juifs religieux. L'un et l'autre d'ailleurs, juifs religieux les uns et les autres, juifs religieux et Empire ottoman, ne les voyant pas nécessairement d'un très bon œil. Ces juifs sont des nouveaux arrivants qui ont un regard différent. Ils vont beaucoup souffrir, je l'ai dit dans l'épisode avant les vacances, ils vont beaucoup souffrir de la situation qu'ils connaissent, la malaria, les difficultés financières et leur méconnaissance agricole, mais ils vont fonder différents villages avec l'aide, faut bien le dire, du baron de Rothschild, qui n'est pas sioniste, mais qui considère que les Juifs souffrent beaucoup de par le monde et qu'il est temps que certains retrouvent la terre de leurs ancêtres et qu'il faut les aider pour cela. C'est un Juif, le baron Edmond Rothschild, philanthrope, ça n'est pas un Juif politique. La politique ne va apparaître qu'un tout petit peu plus tard. Elle va commencer avec Léo Pinskier en 1882, qui va faire connaître son ouvrage Autodétermination, qui concerne donc l'histoire des Juifs et qui montre que pour lui, il n'y a pas de solution aux problèmes juifs sauf à retrouver sa terre et à former une nation. Et Pinskier va prendre la tête du mouvement Ovevei Tzion, les amoureux de Sion. Alors, il va être en 1884 élu président de ce mouvement pré-sioniste. C'est un mouvement qui reste discret, mais qui a quand même, je l'ai dit, envoyé 25 000 juifs en Palestine.
Herzl, lui, ne va apparaître qu'un tout petit peu plus tard et va écrire l'État juif en 1896. Il n'avait pas lu le livre de Pinskier, Auto-émancipation, mais il développe les mêmes idées, mais avec un sens des relations publiques supérieur à celui de Pinskier, puisque son livre va être traduit en plusieurs langues et Herzl va fonder un congrès sioniste qui va avoir lieu à Bâle en 1897 et qui va progressivement changer la donne du peuplement juif en Palestine, en Eretz Israël.